Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche 1er janvier 2023, chers amis internautes, j'ai bel et bien envie de vous formuler mes vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années, que l'année nouvelle soit une année sainte, une année éprise de réalisation et également de concrétisation de nos vœux les plus latents. Ce jour, ce dimanche, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois pour vous David Kofi-Aza. Il est prêtre de Fa. Il est le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère au Nord et membre de plusieurs associations et organisations de la société civile. Il est candidat sur la liste du parti politique Mouel Bénin, défini comme mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Il est deuxième titulaire dans la 6e circonscription électorale. Bonjour à vous, Bonjour. David Kofi-Aza. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. On n'est pas là ce matin pour parler de vaudou. On parle politique ce dimanche. D'entre deux jeux, je vais vous laisser quand même formuler les vœux les meilleurs à nos amis internautes qui vous suivent en ce début d'année nouvelle. Vous savez, on dit chez nous, et pour mes vœux pour cette année 2023, ma première pensée va d'abord sur l'expiation. Sur l'expiation sur chacun de nous parce que durant toute l'année 2022, nous avons forcément eu à faire des comportements ou à adopter des comportements fautifs aux yeux de l'invisible qui peut constituer des freins pour notre épanouissement. Donc je demande à l'invisible, au grand architecte de l'univers, de purifier chacun de nous de ces impuretés de pensée, de corps, d'action, pour que nous puissions traverser 2023 en toute quiétude. Et ensuite, je demande également la purification de notre être, de notre âme et de notre esprit. Puis maintenant, je demande à l'invisible et à la nature de produire pour chacun de nous pour l'année 2023 l'évolution, l'élévation et surtout une très bonne santé et une pensée paisible pour chacun de nous. Et que 2023 soit une très bonne année pour chacun et pour tous. Merci. Merci à vous, David Kofi-Aza. Je fais mien ces vœux-là. Ces vœux-là est pris de sens et pris également de bonnes intentions. Alors, David Kofi-Aza, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là avec la casquette d'acteur politique. D'entrée de jeu, vous allez rappeler à nos amis internautes qui n'ont jamais peut-être eu à vous entendre sur le sujet, quelles sont les motivations réelles de David Kofi-Aza en politique et pourquoi avoir choisi être candidat pour les élections législatives de 2023 au Bénin. On dit dans la tradition, un enfant, néo a Jacarando Ganvier. C'est façon pour quelque chose que la souris prend des pas pour aller dans la cité lacustre. Parce que la souris il n'est pas friand de l'eau, en fait. Forcément, quelque chose nous a poussé à aller vers la politique. Vous savez que, en tant qu'acteur d'abord culturel et puis social, nous constituons un carrefour pour la population, une bonne partie de la population. Nous entendons beaucoup, nous écoutons beaucoup les préoccupations et ces préoccupations-là sont légitimes. Mais jusque-là, malgré toutes ces années passées, malgré les législateurs successifs, ces actions, ces préoccupations légitimes de ces populations ne trouvent pas écho favorable, alors que la plupart, c'est d'abord d'ordre législatif. En dehors de ça, il faut également reconnaître que depuis les indépendances qu'il y a aujourd'hui, nous avons toujours crié haut et fort pour qu'on puisse assainir le milieu des cultes endogènes, qu'on puisse légiférer à l'instar des autres pays de la sous-région sur nos valeurs endogènes, sur la culture, sur nos traditions, mais jusque-là, rien. Et puis, il faut également souligner que nous constatons avec désolation que l'éducation est en train de dégringoler. L'éducation est en train de chuter dangereusement au niveau de notre société. Et quand je parle d'éducation, ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de ministère de l'éducation, nous avons des ministères de l'enseignement. L'enseignement n'a rien à voir avec l'éducation. De sorte que les valeurs morales qu'on inculquait à nos parents ou nos parents inculquaient à nos aînés, au niveau des établissements éducatifs, mais également au niveau de nos familles, ces valeurs morales sont foulées aux pieds et les contre-valeurs sont promues au sein de la société.
Et cela fait que notre société est en train de dangereusement dégringoler comme la société occidentale. Et les mœurs sont traînées par terre. Mais aussi, il faut souligner un troisième pan, c'est l'environnement. Notre environnement se dégrade davantage. Vous savez, nos parents avaient une manière à eux de préserver l'écosystème et l'écotourisme. Mais aujourd'hui, tout ça a été détruit complètement. Nous allons peut-être revenir sur les fondements par la suite. Donc, tous ces constats mis ensemble bout à bout, je me dis, nous avons le devoir de pouvoir faire quelque chose. Parce que d'abord, nous en avons l'âge. Et nous avons l'expérience et également nous disposons aussi le bagage intellectuel qu'il faut pour défendre notre société. Parce qu'on dit dans le phare, alors que nous viendrons à tort. C'est-à-dire que si un garçon est capable de tenir une épée en main, il doit pouvoir se battre pour son père. Donc nous sommes dit, nous avons l'âge, nous avons les moyens, nous devons nous battre d'abord pour notre communauté, mais également pour notre société et pour le pays, le Bénin. Donc tout ça là nous pousse à aller d'abord faire le choix politique. Et le choix politique que nous avons fait, c'est le choix de Moël Bénin, dont les idéaux cadrent avec les réalités endogènes, au fait. Et Moël Bénin qui prône d'abord l'inclusion, mais également avec sa philosophie de consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Parce que vous savez, moi, je suis très attaché à la tradition. Je suis un grand conservateur d'un ordre et j'estime que nous n'avons pas besoin de ressembler aux Blancs, nous n'avons pas besoin de singer les Blancs au fait. Et nous n'avons pas besoin d'habituer nos populations à consommer ce que les autres produisent, alors que ce que nous produisons, nous les envoyons aux autres. Donc, Moël Bénin prône des idéaux qui sont très proches de ce que la tradition également prône. Donc nous sommes dit, tiens, nous sommes plus proches. Et aussi, Moël Bénin, parce que quand vous observez bien ce parti, vous allez voir qu'il n'y a pas les siphons de données publiques que nous avons observés depuis les indépendances, même depuis la démocratie jusqu'à aujourd'hui. On ne retrouve pas ces siphons-là au niveau ces siphons de deniers publics, pour être précis, au niveau de ce parti-là. On ne retrouve pas ceux qui ont été des délinquants économiques de notre pays, on ne les retrouve pas dans ce parti non plus. Et ce parti est porté par quelqu'un qui a une très grande vertu et qui est un homme de parole, un homme d'engagement social. Et en dehors de ça, nous avons compris que c'est un parti de jeunesse. Vous savez, même aujourd'hui, sur la liste de Moël Bénin, 53% ont moins de 50 ans. Donc, c'est un parti de la jeunesse. Et puis des femmes, parce que sur la liste de Moël Bénin aujourd'hui, 33%, c'est les femmes. Donc le tiers des candidats de Moël Bénin aujourd'hui sont des femmes. Donc tout ça nous a permis de nous rapprocher davantage de ce parti-là et nous avons reçu un écho très favorable. Nous avons été entendus et nous partageons ensemble les idéaux. C'est pour ça que nous avons fait le choix de Moël Bénin. Mais il faut dire, avoir fait le choix politique, c'est une chose, mais aller apporter ces idéaux à la population, c'est également autre chose. Justement, est-ce que vous avez les outils de cette guerre, de ce combat? Nous en avons suffisamment. Nous avons les outils, nous avons les arguments qu'il faut, nous avons les armes qu'il faut pour aller là. C'est pour ça que nous avons décidé alors, avec la permission du bureau politique du parti, d'être candidat pour porter ces aspirations légitimes de notre communauté et de la population au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il faut également reconnaître que nous avons une Assemblée qui est... la plupart des lois qui sont votées sont des plagiats, en fait. Et ça, nous pensons corriger cet état de choses au niveau de notre hémicycle. Vous pensez corriger cela à travers quel canevas? En changeant complètement le système législatif de notre Assemblée. Parce qu'il ne sert à rien, chaque fois quand il y a une situation, d'aller prendre des lois d'un autre pays, de venir et puis changer les références et voter ces lois-là et demander à la population de respecter. La plupart, nous avons constaté avec le temps que surtout ces 2 dernières législatures, nous avons des députés qui votent des lois qu'eux-mêmes ne sont même pas en mesure de respecter. La triste mémoire, récemment, dans un passé très récent, nous avons vu des législateurs qui ont voté une loi et qui après vont maintenant à la Sénat pour demander aux membres de la Sénat de leur expliquer la loi qu'eux-mêmes ils ont votée. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous avons compris qu'on a affaire à des législateurs qui ne sont pas mieux que nous, qui ne sont pas
dont le coefficient intellectuel ne sont pas supérieurs au nôtre, au fait, quoi. Donc, nous sommes dit, si c'est comme ça, parce que quand vous discutez avec le législateur actuel, vous sentez un raisonnement, je dirais biscornu, un raisonnement qui ne tient pas la route, au fait. Donc, on se dit, mais c'est ceux-là qui nous dirigent, c'est ceux-là qui façonnent, c'est ceux-là qui conditionnent notre vie depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Et c'est comme ça, ils raisonnent. On est en droit de se poser un certain nombre de questions par rapport à ces gens de législateurs que nous avons aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il faut changer la donne. Et il faut mettre des gens là qui sont suffisamment mûrs, qui sont suffisamment réfléchis. Parce qu'on a l'impression que, soit ils sont là parce que ils sont proches d'un certain nombre de personnalités qui les positionnent, ou alors parce qu'ils ont l'argent, ou alors parce qu'ils sont des griots qu'on peut manipuler et qu'on manipule au fait. Qu'on manipule au fait. Alors, la cause politique s'agrippe, lorsqu'on est un acteur politique, on s'agrippe à un fief électoral. Oui. Le vôtre, il est où, précisément? Mon fief électoral, c'est le Bénin. C'est le Bénin parce que j'ai dit au président Yadi, par exemple, j'ai dit, mettez-moi dans n'importe quelle circonscription électorale, je suis en mesure de me faire élire député. Dans n'importe quelle circonscription électorale. Mais dans la 6e? Dans la 6e, je suis de Godomé, vous savez. Je suis né à Godomé. J'ai grandi à Godomé. Ma maison familiale est à Godomé. Moi, je réside à Godomé. Mais je peux me faire élire à Dassar, qui est la ville de ma mère, où j'ai beaucoup plus grandi également. Donc, je ne raisonne pas en termes de fief, parce que... oui, mais puisque ce sont les électeurs qui vont porter les électeurs qui vont porter le choix. Si c'est la 6e circonscription, le problème ne se pose pas, parce que à Calavi, Godomé est dans Calavi, en Griffe, où je réside, et également depuis 18 ans, j'ai une résidence permanente à Zé, depuis 18 ans. Donc, je ne veux pas me stigmatiser par rapport à une région, ou par rapport à une commune, par rapport à une localité. Je suis béninois, je reste béninois, et je ne parle pas en termes de fief, au fait. Mais je peux me retrouver et me faire élire partout. Alors, avant d'aller beaucoup plus davantage en détail par rapport quand même à vos ambitions, puisque vous avez édité ceci, le contrat social, que vous distribuez quand même lors de vos meetings politiques, mais au regard, depuis, ça fait déjà plus d'une semaine que la campagne électorale elle a démarré, puisque ça a démarré vendredi 23 décembre dernier. Alors, lorsque vous allez au contact des populations, qu'est-ce que vous observez? Puisqu'il y a d'autres forces politiques en jeu. Il y a le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, d'autres partis de la mouvance également qui sont en jeu, et également ceux de l'opposition, dont les démocrates. Alors, lorsque vous allez au contact des populations, qu'est-ce que vous avez noté particulièrement? Particulièrement, ce que j'ai noté, c'est que les gens... La population soutient véritablement le président Talon. Mais la population est déçue des deux grands mouvements politiques qu'on avait connus par le passé et qui se retrouvent aujourd'hui exclusivement à l'Assemblée, c'est-à-dire que le Bloc républicain et l'Union progressiste. La population est déçue. Déçue parce que quand j'étais en meeting à Zé, la population a dit beaucoup de choses. C'est tout comme si c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que quand on rentre dans une région, c'est toujours les mêmes personnes depuis la démocratie en 1990 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont au moins 30 ans aujourd'hui, mais qui n'ont vu que cela dans certaines localités en politique. Et la population est déçue, au fait. Et parce que c'est toujours la même rhétorique, hein, on vient toujours les flouer et après, bon, c'est fini, ça fait un rendez-vous à une autre occasion électorale. Donc, il y a cette déception-là au niveau de la population. Mais en même temps, ils se disent, tous ceux-là sont toujours avec le président Talon. Et ils constituent des handicaps, au fait. Donc, la population veut... de nouveaux visages? De nouveaux visages. La population veut du sang neuf. La population veut un nouveau modèle d'homme politique, au fait. Et ce nouveau modèle d'homme politique, le seul parti qui répond favorablement aujourd'hui auprès du chef de l'État, c'est le parti Moël Bénin. Et quand vous écoutez les gens, surtout, il y a beaucoup de frustration, en fait. Beaucoup de frustration parce que... Sont-elles légitimes, ces frustrations? Ces frustrations sont très légitimes parce que, quand vous les écoutez, on sent une certaine arrogance. Je pèse bien mon mot. On sent une certaine arrogance au niveau de ces deux blocs-là vis-à-vis de la population. De sorte qu'on a même entendu dire hier, par exemple, moi je pense qu'en période électorale, c'est une période de fête. Il faut et cette fête-là qu'on a retrouvée, il faut qu'on la maintienne. Un membre influent d'un parti politique proche du chef de l'État dire si je retrouve un bulletin, je dis bien je retrouve un bulletin
des démocrates dans mon arrondissement, je vais chercher celui qui a posé ce bulletin, je vais le retrouver. Je crois que c'est des menaces et ce n'est pas bien pour la société. Non parce qu'on est proche du président de la République, pas parce qu'on est un parti soutenu par le président Talon, qu'il faut se permettre, il faut tout se permettre. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, Moël Bénin est avec la mouvance est avec le président Patrice Talon, que nous allons applaudir tout ce que ces gens-là disent. On ne peut pas accepter ça parce que nous sommes dans un pays où chacun est libre d'exprimer son choix. Et cette liberté-là est garantie par la Constitution. Le président Patrice Talon est le garant également de cette Constitution-là. Donc quand on est proche du président et qu'on tient ces propos-là en public et surtout dans une période très sensible comme une période électorale que nous vivons aujourd'hui, je crois que ce n'est pas très bien. Et tout ça là frustre la population. C'est comme si la population a été chosifiée au fait par ces deux blocs. La population a été en quelque sorte esclavagisée. Voilà le mot. La population a été esclavagisée au point où on lui dit, on t'empêche, on t'interdit d'exprimer ta conviction personnelle parce que... Et quand vous observez, surtout cette arrogance-là, c'est partout au niveau de ces deux blocs. Et nous avons entendu un député proche de la mouvance, un député, je pourrais ne pas donner le nom du bloc, mais l'un des deux blocs, dire que, par exemple, que Moël Bénin n'est pas un parti politique. Moël Bénin, c'est juste un mouvement. Moël Bénin n'ira nulle part. Moël Bénin n'aura même pas 0,01%. Et que si jamais Moël Bénin sort la tête de l'eau avec les 10%, que la population passe et qu'il va distribuer 10 millions, 10 millions, 10 millions. Ce n'est pas des choses qu'il faut dire en politique. Parce qu'ils n'ont pas d'argument, en fait. Ils n'ont même plus d'argument. Et dire aux gens, si vous choisissez un Moël Bénin dans la localité, le président va vous priver de l'eau, le président va vous priver d'électricité, le président va vous priver de routes, le président va vous priver d'hôpitaux, le président va vous priver d'écoles. Ce n'est pas des propos qu'il faut tenir. Donc, quand nous allons sur le terrain, on entend des choses. La population est frustrée par l'arrogance. De ces gens-là. Vous répondez à tout cela? Nous ne répondons pas parce que nous seulement tout ce qu'on peut, on leur dit, et comme je l'ai dit hier à Zé, ce ne sont pas des propos du président de la République. Et ces propos ne sont pas soutenus par Patrice Talon. Ces propos sont des propos d'arrogants, de partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. Mais on ne peut pas directement rattacher ces propos-là au chef de l'État. Et on peut dire également que c'est le chef de l'État qui leur demande de vilipender les autres partis. Est-ce que ce n'est pas la composition politique qui les amène, l'euphorie de la composition politique? Moi, je pense que c'est pour ça que je dis il faut changer le statut. Il faut changer de paradigme par rapport à la politique. La politique, ce n'est pas des injures. La politique, ce n'est pas dénigrer les autres. Et quand vous allez dans d'autres pays, quand vous observez la politique dans d'autres pays, c'est-à-dire que vous apportez ce que vous défendez, vous apportez vos idéaux. Et la population adhère à vos idéaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe au niveau de ces deux blocs très arrogants? C'est-à-dire que quand ils vont quelque part, tout ce qu'ils savent faire, c'est de dénigrer Moël, c'est de dénigrer les républicains, c'est de dénigrer X, c'est de dénigrer Y. Quand vous faites ça là, c'est que vous n'avez rien apporté. Aujourd'hui, c'est vrai. Parce que c'est des gens qui ont déjà fait 30 ans dans la politique, ils n'ont plus rien à prouver à la population. C'est terminé pour eux, quoi. C'est qu'ils n'ont plus rien à apporter de nouveau. Ils n'ont plus d'inspiration. Ils sont en panne d'inspiration. Donc, pour remplacer ça, on insulte les autres, on dénigre les autres, et pensant que ce faisant, on trouvait un écho favorable au niveau de la population. Mais ce n'est pas vrai. Ils sont en train de faire fausse route, quoi. Maintenant, aujourd'hui, dans la 6e circonscription électorale, quel est le discours que vous tenez? Vous savez, nous, on n'est pas venus en politique parce qu'il faut être en politique. Et pour cette législature, ça a été très clair. Nous avons publié ce document-là, que nous avons mis mon contrat social, qui se décline en 3 grands points. C'est-à-dire la culture, l'éducation et maintenant l'environnement. Le parti Moël Bénin a également produit son offre législative, son offre de législature. L'offre de législature du parti, l'intitulé c'est « Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif ». Donc ça c'est à part. Mais le candidat Kofi Aza a également proposé exactement à la population ce pourquoi nous allons à l'Assemblée. Nous n'allons pas à l'Assemblée pour applaudir les gens. Donc, au niveau de l'éducation, nous avons dit qu'on doit retourner aux fondamentaux. Lesquels? Aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on ne va plus seulement rester cantonné sur l'enseignement. Il faut ramener l'ancien programme? Pas ramener forcément l'ancien programme. L'ancien programme n'est pas mauvais. Parce que vous savez, ceux qui ont été formés par l'ancien programme, quelqu'un qui a le BEPC avec l'ancien programme, même celui qui a la maîtrise aujourd'hui ne peut pas rivaliser devant lui.
en matière de, je dirais, de compréhension et d'intellectualité. Non. Il y a un problème fondamental qui se pose aujourd'hui. On nous a mis dans un conformisme éducatif. Ce conformisme éducatif-là, on doit briser ça. Parce que ce n'est pas l'Occident qui va nous dire ou nous donne les grandes lignes de notre système éducatif. Nous avons un pays qui est en voie de développement. Vous êtes pour le châtiment corporel à l'école ou pas? Je ne suis pas pour le châtiment corporel à l'école. Mais ce n'est pas ça là le problème. Le châtiment corporel avait joué quand même un grand rôle dans... Non, ça va jouer un grand rôle, mais aujourd'hui... Dans l'atteinte des objectifs de ces programmes. Exactement, mais aujourd'hui, on ne pourra plus faire ça. Parce que c'est de la violence exercée. Mais le problème qui se pose, c'est... Hier, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, et les enfants arrivaient facilement Oui. à pouvoir quand même inscrire les parents. Aujourd'hui, qu'il y a Facebook, WhatsApp, vous êtes sûr que sans un peu de châtiment corporel... Non, non, ce n'est pas forcément ça. Parce que, vous savez... Quelle est l'alternative? L'alternative, c'est déjà le formateur lui-même. Le formateur d'aujourd'hui est différent du formateur d'hier. Être un enseignant, c'est d'abord, avant tout, être un éducateur. Et on peut éduquer sans la violence. Aujourd'hui, on peut éduquer sans la violence. Et ce formateur-là, il doit être lui-même un éducateur, ne l'est pas. Lui-même, là, c'est comme on le dit en fond, c'est un véritable dimaplomb. Qu'est-ce que vous voulez qu'il donne comme éducation à l'enfant qui est devant lui? Rien. Donc, c'est déjà le problème, et il faut déjà commencer par régler le problème au niveau des enseignants, au niveau des formateurs. À vous entendre là, est-ce qu'on ne va pas aller probablement à une refonte? Parce que on doit, notre système éducatif... Comme le dit bien, parce que vous avez bien en fond, où on dit école numérique, directeur numérique, c'est-à-dire c'est l'écolier qui a été mal formé. Mal formé, et l'enseignant mal formé. Si l'enseignant aujourd'hui est mal formé, les Dimacon, c'est sûr qu'il avait été formé aussi peut-être par un autre enseignant Dimacon. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que je dis... la chaîne aujourd'hui. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut revenir sur tous les fondamentaux de notre société. Tous les fondamentaux. Le président Talon a réussi dans l'économie, il a réussi à assainir les finances, il a réussi au niveau de la sécurité, ça va. Il a réussi au niveau des réformes administratives et tout ça là. Mais au niveau de la société, il y a un problème qu'il faut régler. Et le problème, c'est l'homme lui-même, qu'il faut replacer au centre du développement. Et en dehors de ça, le programme que nous distions au niveau de nos établissements et d'enseignement, ce programme-là doit être revu. Parce que ce n'est pas un programme adapté à notre besoin aujourd'hui. Le besoin du Bénin aujourd'hui, le programme qui est transmis au niveau des différents établissements et de différents degrés au niveau de l'enseignement, ce programme ne cadre pas. Donc, il faudra revoir également ça. Et l'autre côté, au niveau de l'environnement. Vous savez que nos aînés, pour préserver l'écosystème, délimitaient des périodes. D'abord pour la pêche, des périodes pour la chasse. Et il y avait de grandes forêts qui étaient délimitées. C'est comme la forêt de Dagbe, qui est dans la zone de Seto là-bas, qui est une forêt sacrée. Mais en réalité, c'est pour permettre aux animaux de se reproduire en quantité pour qu'on puisse également faire la chasse après, mais pendant une période donnée, et après on referme. Donc ces forêts sacrées-là ont été complètement détruites aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut légiférer par rapport à tout ça et redonner beaucoup plus de sacralité à ces zones-là pour préserver l'écosystème. Au niveau également de nos lagunes, avant on n'avait pas de problème de poissons aujourd'hui. Écoutez, comment se fait-il que le Bénin, qui a de l'eau sur près d'un quart de son territoire, va importer du poisson, encore de tomates du Burkina Faso? Ça ne s'entend pas, au fait. C'est comme celui qui vit à Cotonou qui va offrir de l'igname à celui qui vit à Djidja. Il y a quelque chose qui ne va pas, au fait. Donc, il faut légiférer par rapport à ça. Mais aussi, vous savez que l'urbanisation va aujourd'hui, depuis 2016 à aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'infrastructures d'assainissement, de routes et tout ça là. Mais nous continuons toujours de mettre les voies, par exemple, à des carrefours donnés, à des endroits donnés. Et tout ça agit sur l'environnement. Il faudra revoir ça. Les voies, c'est vous. Mais justement, mais si on n'a pas légiféré, on ne peut pas contraindre le Bokono à ne pas déposer un voie à un carrefour. Même si le Bokono dépose devant le carrefour, il va le déposer où? On peut légiférer et trouver le moyen nécessaire pour qu'on puisse déposer ces voies-là sans polluer l'environnement. Je suis dedans, mais je dis je suis contre qu'on ait déposé des voies à des carrefours.
Mais c'est pour la quête. Oui, justement, quand on va s'asseoir, on va leur dire exactement où est-ce qu'il faut encore faire. Vous savez, moi j'ai un cabinet de fa à Paris. Je fais les vols en France, mais je ne dépose pas les vols à des carrefours en France. Tu ne verras pas ça. Et beaucoup de gens font des vols en Europe, mais on ne les retrouve jamais dans les carrefours. Mais pourtant, ces vols-là sont exaucés. Et ce qui est dit dessus, s'accomplit. Donc, moi, je pense qu'il faut... Peut-être que c'est le vol modernisé. Non, le vol, c'est le vol parisien. Ici, non, pas du tout. Non, 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 c'est tous les mêmes éléments qu'on envoie d'ici, en France, pour faire ces vols. Ce sont les mêmes éléments. Le vocor, les feuilles, les plantes, tout ça, qu'on envoie de Cotonou vers là-bas pour le faire. Donc, ça ne change absolument rien du tout. Et autre chose, il faut également souligner, toujours au niveau de l'environnement, il faut revoir complètement la manière dont l'urbanisation aussi se fait aujourd'hui. Parce qu'il y a des zones où, je ne sais pas, même si une étude d'impact environnemental est faite, ça ne tient pas compte des fondamentaux, des acquis de notre nation, parce que nous avons des acquis historiques et beaucoup de ces acquis sont détruits au nom de l'urbanisation. Je pense qu'il faut revoir également la donne à ce niveau et il faut légiférer par rapport à ça pour pouvoir préserver un certain nombre de choses liées à nos acquis historiques et surtout touristiques, parce qu'on détruit beaucoup au nom de l'urbanisation. Et il faut également souligner, toujours au niveau de l'environnement, vous savez que nos lacs et nos rivières et tout ça, il y a un an qui ont été hier consacrés. Et on les considère comme des rivières sacrées ou des lacs sacrés. Et on délimite aussi des périodes comme la forêt aussi, pour que de telle période à telle période, on ne fait pas ça. De telle période à telle période, on ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut revenir là-dessus. Et il faut également régler la pluviométrie. Parce que ça fait partie des facteurs qui impactent négativement la production agricole. C'est-à-dire que je suis Vaudounon et je choisis la période d'avril, de mai ou même de juin pour faire Huetanou sur une semaine, sur 10 jours, sur 2 semaines. Ça n'a aucun sens. Autant jadis, ça ne se faisait pas comme ça. Parce que moi, en tant que Vaudounon, qui décide de faire Huetanou en avril ou en mai, mais je suspends la pluie durant ces 2 semaines. Et ce faisant, j'impacte négativement le producteur agricole qui est à côté et qui a fait son champ et qui attend l'eau, qui attend la pluie pour irriguer son champ. Donc tout ça aussi, il faudra légiférer pour que ces manifestations qui portent sur plusieurs jours soient réglementées, que cela se fasse en période de saison sèche. C'est-à-dire que courant novembre, décembre, janvier, février. Et c'est la période idéale pour nos parents pour faire les Huetanou. C'est généralement novembre, décembre, janvier, février. C'est la période d'Hamatan. Et là, on n'a pas de souci d'eau. Donc, moi, je pense qu'il faut, et tant que ce n'est pas légiféré, on va toujours continuer par le faire. Et il y a également les cérémonies funèbres aussi, qui durent également plusieurs jours. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu nanti, qui a perdu un de ses parents, qui va profiter de l'occasion pour montrer, pour étaler sa surface financière. Et même en mai, on programme de grandes festivités funéraires et on appelle ceux-là qui ont le pouvoir de pouvoir suspendre la pluie. On les engage peut-être 2, 3 ou 4 et que chacun fait de son côté et on suspend la pluie. Mais ce faisant, on agit sur le rendement de la production agricole. Mais est-ce que lorsque vous estimez que ce n'est pas bien, est-ce que vous ne pensez pas que ça ferait des manques à gagner à ceux qui vivent, qui sont dans les familles qui sont tributaires? Ils sont combien? Ceux-là qui vivent de ça, ils ne sont pas nombreux. Parce qu'on a appris sous un régime précédent qu'il fallait aller voir ces personnes-là pour, à un moment donné, appeler la pluie pour que... Justement, c'est pour ça que quand vous lisez... Non, autant on peut les appeler pour suspendre... Non, si on légifère, oui. Quand vous lisez mon contrat social, oui. J'ai été très clair là-dedans, on doit pouvoir puiser dans nos richesses spirituelles, culturelles et culturelles pour amorcer notre développement. C'est-à-dire qu'on doit puiser dans ce qu'on a de positif au niveau de la tradition pour le développement. Donc, si on légifère et que c'est clair que pendant un certain nombre de périodes, on ne peut pas faire ces cérémonies-là à grande échelle sur plusieurs jours, alors, quand de façon naturelle, avec la perturbation climatique, avec le changement climatique, on a des problèmes d'eau,
Ceux-là qui ont cette force-là, on les connaît. On doit pouvoir leur faire appel pour dire, dans cette région, il n'y a pas suffisamment de pluie, nous voulons la pluie sur peut-être 10 km, nous voulons la pluie sur 20 km, on aura la pluie sur les 20 km, exactement. Et la quantité d'eau qu'on aurait souhaité. Donc nous, on doit puiser dans ça. Mais moi, je refuse que notre tradition contribue à notre enlisement, à notre sous-développement. Ça doit pouvoir contribuer à notre développement. Donc, on doit mettre la tradition, la culture au service du développement. Et ce faisant, c'est qu'il faut puiser. Et dans ça, j'ai parlé du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai parlé du 10 janvier. Le 10 janvier tel que c'est fait aujourd'hui ne profite pas à l'État. Alors que c'est un jour férié où l'État paie plusieurs milliards en matière de recettes, d'impôts ou de douane. Alors, est-ce que ce jour-là, ou cette journée fériée-là, est rentable pour l'État aujourd'hui? Non. Et depuis 1994 à aujourd'hui, parce que ça a commencé avec la période de Ouida 92, qui a eu lieu finalement en 93, et après on a continué avec le 10 janvier, est-ce que ça profite réellement? Aujourd'hui, à travers le monde, nous avons plus de, je dirais même plus d'1 milliard de personnes qui se réclament de la tradition. Vous savez aujourd'hui le candomblé. Le candomblé qu'on ne cite pas souvent parmi les religions a été fondé par exemple par Naya Gontime, la mère du roi Guézo. Et le candomblé aujourd'hui réunit Uruguay, Paraguay, Argentine, Pérou, Chili, Brésil. Toute l'Amérique latine, ça fait près d'1 milliard de gens. Et quand on descend maintenant au niveau des États-Unis, au niveau de la Guadeloupe, d'Haïti et environ Martinique et autres, tous ceux-là veulent revenir à leur source. Ils veulent des répondants sérieux. Mais si on met en place un système qui donne écho favorable à leur quête légitime de retourner à leurs racines, on pourra drainer ces centaines de millions de personnes pour le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le tourisme le plus rentable, c'est le tourisme religieux. Ce n'est pas la safari. Combien de gens ont les moyens pour faire la safari? Non. Donc moi, je pense qu'il faut légiférer en faveur du tourisme religieux et mettre en place des mécanismes qui nous permettront de faire descendre ces centaines de millions de personnes qui vont venir ici. Je donne un exemple très, très simple. Il y a Cheikh Amadou Bamba qui a fondé la ville de Touba à Dakar. C'est environ 200 km au nord de Dakar. Qui a pris par ici au temps de roi Benzin. Il a été pris en même temps que Benzin, sinon un peu avant Benzin, et avec le colonel Dodd à l'époque, il n'était pas encore général, avec le colonel Dodd, il est venu ici au Dahomey. Il a passé 3 ans au Dahomey, parce que Dodd pensait qu'en quelques jours, il pouvait régler le problème de Benzin, mais il a rencontré une résistance farouche. Cette résistance a duré 3 ans. Pendant ces 3 ans, la Cheikh Amadou Bamba est rentré dans nos couvents, où il a eu beaucoup de connaissances. Il est musulman, mais un musulman qui n'a jamais mis pied à la Mecque. Mais après cette déportation, il est le seul à retourner. On l'a retourné encore au Sénégal. Il est revenu à Touba, fonder la ville de Touba. Mais il a mis en place un système de tourisme religieux qui draine plus de 7 millions de pèlerins à chaque occasion. C'est même plus que la Mecque. La Mecque draine maximum 2 millions à 4 millions de personnes. Mais la ville de Touba, avec le festival de Touba, c'est jusqu'à 7 millions de pèlerins. Mais nous pouvons faire 2 fois plus. Si on met en place l'occasion, si on met en place la législation qu'il faut, on peut drainer jusqu'à 14 à 15 millions à chaque occasion de 10 janvier. Et en faire un grand festival pour que cela descende. 14 millions de touristes chaque année, par exemple, ici, c'est beaucoup de manne financière. D'abord pour nos hôtels, pour nos restaurants, pour le système de transport chez nous, mais également pour des relations. Et cela peut profiter pour nourrir des relations avec la population et avec les dignitaires. Cela permettra même de sortir les dignitaires de la précarité. Et c'est ce que je dis à mes compatriotes, surtout dignitaires du culte endogène. Nous n'avons pas besoin de tendre la main à l'État. Non, au contraire, c'est à nous de contribuer pour le développement de l'État. On doit même payer même des impôts si l'État mettait en place le système qu'il faut, le mécanisme qu'il faut, la législation qu'il faut, pour que nous puissions exprimer la pleine potentialité de ce que nous détenons. Nous allons contribuer efficacement à l'assiette financière, à l'assiette des impôts. Alors, est-ce que vous partagez cette opinion de certains de vos confrères, si on peut dire ainsi,
qui estiment qu'il y a une certaine dichotomie avec les autres religions où le vaudou n'a qu'une seule journée de férié et que les autres religions ont au moins 2 à 3, voire même plus par année. Donc le 10 janvier peut être fêté peut-être sur 2 jours, par exemple. Parce qu'il y a certaines coutumes ritueliques qui durent 2 à 3 jours et donc on ne peut pas en une seule journée peut-être effectuer ces 10 rituels-là. Cette revendication est légitime, mais je ne partage pas complètement cet avis-là. Je ne partage pas parce qu'une seule journée fériée pour le pays, c'est plusieurs milliards soit de pertes ou de rétention. Parce que si ça doit venir aujourd'hui, c'est peut-être on va retenir ça pour que ça vienne demain. Donc, c'est plusieurs milliards de rétention au niveau que l'État constate. Donc, je ne suis pas pour qu'on ait plusieurs jours fériés. Les autres, ils en ont. C'est vrai que c'est frustrant. Parce que les autres ont pas de 16 jours fériés au cours de l'année. Quand on prend toutes les religions confondues, pas de 16 jours fériés au cours de l'année. Mais nous-mêmes là, qui sommes les autochtones, nous n'avons difficilement qu'une seule journée fériée, mais qui n'est même pas soutenue par l'administration centrale. Donc, je ne pense pas qu'on veuille avoir plusieurs journées fériées. Moi, je pense qu'il faut réadapter l'organisation. Parce que l'organisation du 10 janvier aujourd'hui, ce n'est pas ce que cela devrait être. Ça devrait être plus rentable que ça. Il suffit qu'on revoie l'organisation. Et le 10 janvier, on peut l'étendre sur plusieurs jours sans que l'État soit obligé, soit contraint à férier ces jours. Non, une seule journée fériée, c'est déjà bon. Maintenant, là, il faudrait qu'on puisse utiliser ça de façon optimale. C'est qu'on n'utilise pas. Si c'était utilisé de façon optimale et que cela était très rentable pour l'État, c'est à l'État même de dire, ah, si c'est comme ça, là, on va lui donner 2 jours. On va lui donner 3 jours. Donc, pour le moment, là, la seule journée que nous avons, moi, je pense qu'il faut l'utiliser de façon optimale. Alors, et que ça soit rentable. David Kofi Aza, quand vous entend, vous êtes pétri d'idées, il y a beaucoup d'idées que vous voulez quand même porter au niveau du Parlement béninois, mais comment y arriver? C'est la question qui taraude les esprits aujourd'hui. Ceux qui sont des sympathisants de votre personne se posent la question de savoir, vous êtes deuxième sur la liste. La 6e circonscription électorale, c'est près de 8 sièges. Nous avons en liste 7 partis politiques et personne ne veut laisser de place à personne. Même les derniers sur la liste veulent également être, ceux qui sont sur des positions, comme on dit, non éligibles, veulent également être élus. Alors, dans ce cas de figure, David Kofi Aza, quelle est l'alchimie? Il n'y a même pas question d'alchimie. Mais il y a question de porter le message à nos concitoyens. Il y a question de leur expliquer exactement ce pourquoi on y va et que c'est dans leur intérêt. Et il y a également question de convaincre ceux qui sont sceptiques et qui ne sont pas forcément de la tradition, de la culture, de dire ce que nous faisons en dehors du fait que c'est bénéfique pour la communauté, mais c'est également bénéfique pour tout le pays. Donc, c'est du développement économique et touristique du pays qu'il s'agit. Donc, nous allons porter le message. Et le reste, c'est dans la main de la population. Et nous sommes certains, nous sommes confiants que Moël Bénin sortira son épingle du jeu au niveau de la 6e circonscription électorale. Oui, mais aujourd'hui, avec les nouveaux tests en vigueur, il faut l'obtention de 10%. Et les détracteurs de votre formation politique, chaque fois, brandissent cela, estiment que Moël Bénin ne peut pas obtenir les 10%. Oui, il y a beaucoup qui le disent. Et le chef de file, nous le savons, c'est l'honorable Agua qui l'a signifié publiquement. Les audios et les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je veux le dire par rapport à ça, c'est que ceux qui pensent que Moël Bénin n'aura pas 10%, c'est qu'ils ont perdu le sens de la déglutition intellectuelle. C'est tout. C'est sur le terrain que tout se joue. Ce n'est pas à eux de décréter. C'est pour ça que je dis, ces gens-là, on ne peut pas... je me demande s'ils ont des enfants qui les écoutent. Mais aujourd'hui, David Kofi Aza, au regard des enjeux, est-ce que parfois vous n'êtes pas inquiet? Inquiet par rapport à quoi? Par rapport aux enjeux, puisque on regarde de part et d'autre, au sein de Moël Bénin, excepté le président Ayadji et d'autres cadres qui sont peut-être à des responsabilités. Vous avez en face des formations politiques de la mouvance également comme vous, mais qui comportent beaucoup de directeurs généraux, beaucoup de ministres, beaucoup de cadres à divers niveaux, d'autres des ambassadeurs et autres. Est-ce que sur le terrain, puisque la compétition électorale au pays, c'est une question de ressources financières, c'est une question d'argent, appelez un chat, est-ce que vous n'êtes pas confronté à beaucoup de difficultés sur le terrain? Est-ce qu'on n'a pas des inquiétudes à ce point-là? On n'est confronté à aucune difficulté sur le terrain. La population a compris au fait que ceux qui sont là aujourd'hui
et qui ont toujours été là. Parce que quand on voyait je peux ne pas citer de nom, quand on voyait un certain nombre de personnalités politiques au niveau du Bloc Républicain, au niveau de l'UP, c'est des gens qui étaient là avec Kérékou, c'est des gens qui étaient là avec Soglo, c'est des gens qui étaient là avec Yahi Boni, c'est des gens qui sont là toujours avec Patrice Talon. Ce sont les mêmes. Il suffit, c'est des éreintés au fait, qui n'ont pas froid aux yeux de changer la veste du jour au lendemain. Nous avons vues de ces gens-là. Est-ce que ce n'est pas l'environnement politique qui conditionne? Non, c'est qu'aujourd'hui, la politique telle que c'est fait au niveau de notre pays, ce n'est pas une question de conviction. La politique est d'abord avant tout une question de conviction. C'est une question d'idéologie. Mais est-ce que les populations sont prêtes pour ce changement? La population est prête pour ce changement-là, pour que la politique soit désormais une question d'idéologie. Quand on prenait un homme politique... En 2016, elle était prête pour le nouveau départ, mais on a comme l'impression qu'elle n'a pas bien compris. Oui, justement, parce qu'on a toujours pris les mêmes. Il faut voir, la plupart des ministres de Yahi sont aujourd'hui avec Patrice Talon. C'est de cela qu'il s'agit. Et la population a compris qu'au fait, ceux-là, ils ne veulent rien comprendre. Donc, s'ils amènent l'argent à la population, prend leur argent. Mais la population sait en réalité ce qui va se passer. C'est comme on l'a fait à Yahi en 2016. Yahi Zinsou Talon c'est-à-dire que Zinsou d'accord, c'est UP et BR qui sont là aujourd'hui et qui distribuent l'argent. Nous, on n'a pas de l'argent distribué parce qu'on n'a pas de cadres parmi nous qui sont suffisamment nantis pour injecter des centaines de millions comme eux, ils le font. Ils n'ont qu'à le faire. Mais vous allez voir le résultat le 8 janvier. C'est de ça qu'il s'agit. La population a compris. C'est dans une semaine. Oui, la population a compris. Ce sont des gens qui ont volé sous Soglo, ils ont volé sous Kérékou, ils ont volé sous Yahi, ils sont en train de voler encore sous Talon. Et qui sont toujours là en train de... Non, ceux qui volent, la criette est là pour eux, sous Talon. Vous savez, oui, sous Talon, la criette est là pour eux. Mais les gens continuent toujours de voler. Et après Talon, la criette sera toujours là pour crier sur ce... Pour continuer à faire le chemin. Donc la population sait déjà et a compris où se trouvent ses intérêts. Ces intérêts ne se trouvent pas dans les mains de ceux-là qui sont des éternels politiciens, alors que les préoccupations de la population, si ce n'est pas Talon qui est venu régler une bonne partie, ces politiciens-là, ils n'ont rien fait. Dommage que ce n'est pas un débat contradictoire, ils auront peut-être des arguments. Je suis prêt pour un débat contradictoire. Pour vous contredire. Je suis prêt pour un débat contradictoire avec n'importe quel politicien de notre pays. N'importe quel politicien. On le fera incessamment peut-être sur ESAE TV. David Kofi Aza, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous n'allons pas beaucoup garder de temps avec nos amis internautes qui sûrement, ce jour de la Saint-Sylvestre, ont beaucoup de préoccupations, mais ont bien voulu suivre cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et vous adresser à vos sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien et les rassurer de votre choix, le choix de Moël Bénin, et véritablement leur réaffirmer également votre engagement politique. Merci. D'abord, je vous remercie pour cette occasion que vous m'offrez ce premier jour du Nouvel An, mais aussi pour dire à la population, restez serein, restez serein. Nous sommes en marche vers la solution et aujourd'hui, le seul parti d'avenir, le seul parti où vous ne retrouvez pas ceux qui vous ont mis à genoux, sous Kérékou, sous Yahi et sous Soglo, c'est le parti Moël Bénin au fait. C'est seulement qu'à ce niveau-là que vous pouvez trouver le salut. Le salut du Bénin aujourd'hui, c'est le parti Moël Bénin. Et nous nous sommes résolument engagés à changer, à modifier et à réformer, à procéder même à une refondation totale des choses pour un mieux-être de notre communauté, un mieux-être de la population. Tout ce que je vous dis, c'est de faire le choix ultime. Le choix ultime, c'est Moël Bénin. Et recevez par ma voix les vœux les meilleurs du président Jacques Ayadji et de tous les membres du bureau politique du parti Moël Bénin, le seul parti d'avenir. Osons l'inclusion désormais et vous verrez ce qui va se passer. Merci à vous. Merci à vous, David Kofi Aza. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'acteur culturel et social puise les fondements de son entrée politique des désidérata des populations et du manque d'un cadre juridique pour assainir le monde des cultes endogènes au Bénin. Très préoccupé par la perte des valeurs, des mœurs avec une dégradation inquiétante, David Kofi Aza décide désormais de s'engager en politique et d'aller au Parlement à travers la liste du parti politique Moël Bénin, défini comme mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Moël Bénin, cadre avec les réalités endogènes, a défendu sur ce plateau David Kofi Aza. Il est très attaché à la tradition, nous a-t-il martelé au cours de cet entretien. Il a fait savoir qu'au sein de Moël Bénin, il n'y a pas de sifflet
fonds de deniers publics, il n'y a pas de criminels économiques et que Mouel Bénin est conduit par un homme de vision, le président Jacques Ayadji. La liste du parti politique Mouel Bénin comporte 53 jeunes positionnés et 33% de femmes positionnées. Et donc pour lui, Mouel Bénin, c'est un parti d'avenir. Il ambitionne, j'allais dire, s'il est élu, faire changer le système législatif du pays, car la plupart de nos lois sont des plagiats, a-t-il affirmé sur ce plateau. Il est né et a grandi à Godomé, sa maison familiale est à Godomé, et donc il se réclame de cette localité et il se réclame également de plusieurs autres localités du pays. Et donc pour lui, n'importe où il aurait été positionné, il sera élu. Et donc il entend battre campagne pour sa formation politique afin que cette dernière triomphe un peu partout sur le territoire national pour l'obtention des 10%, facteur déterminant pour le partage des sièges pour le compte des prochaines élections législatives. Les populations soutiennent Patrice Talon, mais sont déçues du Bloc républicain de l'Union progressiste Le Renouveau et déplorent l'arrogance, a affirmé sur ce plateau David Kofi Aza. Il a argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que ce sont toujours les mêmes qui changent de veste à chaque gouvernement. Il a dénoncé cela et il dénonce également les propos déviants de certains leaders politiques au cours de cette campagne électorale. Au cours de cet entretien de façon sommaire et expéditive, il a eu à exposer son contrat social qui découle du programme de législature du parti politique Mouel Bénin, un contrat social qui est axé sur 3 points, notamment la culture, l'éducation et l'environnement. Il a fait savoir que pour ce qui est de la culture, elle doit être adaptée à nos... pour ce qui est de l'éducation plutôt, elle doit être adaptée à nos réalités. Et parlant de l'environnement, il pense qu'il faut légiférer pour préserver l'écosystème et également mettre en place un système législatif qui puisse davantage promouvoir nos valeurs culturelles et spirituelles, car pour lui, il faut puiser dans les richesses culturelles et spirituelles du pays pour amorcer notre développement. Il refuse que notre tradition contribue à notre enlisement. Pour lui, la fête du 10 janvier peut être célébrée autrement. Il a exposé ses idées au cours de cet entretien. Il a fait savoir que le tourisme le plus rentable est celui des religieux. Et donc, la fête du 10 janvier pourrait même drainer jusqu'à de 14 à 15 millions de touristes chaque année. Et donc, il a eu à exposer ses ambitions par rapport à cette fête-là. Et David Kofi Aza est convaincu que s'il arrive au Parlement, il pourra mettre en exergue ces différentes idées pour le développement du pays, pour la promotion du monde des cultes endogènes du pays et davantage pour la révélation du pays. J'espère que j'ai été récapitulatif. Très bien. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, vous êtes grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère au Nord, vous êtes membre de plusieurs associations et organisations de la société civile. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être venu. Merci également à vous, chers amis internautes. Bonne suite de programmes sur ESAE TV et bonne fête du 1er janvier à tout un chacun. On se retrouve demain lundi pour Free Matin pour le premier numéro d'émission de l'année 2023.